Bienvenue pour prendre part à la révolution algérienne. Le collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie a préparé ce petit programme, ces rencontres pour pouvoir discuter entre nous, échanger. Et il y a aussi des ateliers qui vous sont proposés, ateliers calligraphie, donc personnalisés, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc il faut aller voir Malzar qui est au fond. Il y a une conférence qui va commencer là maintenant, elle est animée par Ali Ben Saad, professeur à l'Institut de géopolitique de Paris. Vous avez le programme sur la table. Donc sur le thème « La main de l'étranger qui manipule le mouvement populaire », dites-vous. Voyons, qui est l'otage consentant de cette main de l'étranger. Je laisserai Alice le présenter un peu plus. En tout cas, le collectif pour une alternative démocratique et sociale organise et mobilise depuis 8 mois maintenant, en appelant à la mobilisation au niveau du Vieux-Port ou sur des places marseillaises. Il prend part, comme tous les collectifs, à travers la France et le monde, pour mobiliser les Marseillais, pour qu'on fasse écho à cette révolution qui est en marche, et pour informer nos concitoyens, mais pas que, de la crise qui se passe, et de dire que l'Algérie, elle est en danger, que le gouvernement en place, avec les militaires qui chapeautent, nous veulent absolument qu'on aille aux urnes le 12 décembre, et tout le peuple algérien est dans la rue pour dire non à cette mascarade électorale, en tout cas pas avec eux, pour dire société civile non militaire que ça suffit. Depuis 62, ils ont confisqué la révolution, ils veulent confisquer encore les libertés individuelles, les libertés d'expression, les libertés de manifester, sachant qu'il y a plus de 80 personnes qui sont détenues d'opinion, femmes, hommes, jeunes et personnes âgées, même des moudjahids, pour parler de Bolka. Et il y a des collectifs de soutien pour ces détenus. Tous les jours, il y a des peines qui arrivent, des peines de 3 ans, de 5 ans. Donc, bien sûr, le collectif pour une alternative démocratique en Algérie, à Marseille, dénonce ça et condamne ça. Voilà, donc nous vous invitons à rejoindre le collectif si vous le désirez. Et suivre notre page Facebook qui est Mon Algérie Marseille, Jazairuna. Vous avez le mail aussi qui est sur cette banderole, c'est katsa.marseille@gmail.com. Voilà, pour dire que ce système dégage. Et si on est nombreux et nombreuses, je pense qu'on fera écho à ce qui se passe là-bas et on va en parler d'ailleurs. Voilà, merci. Donc dans le programme, nos conférences vont durer jusqu'à 18h. De 18h à 18h30, il y aura un intermède avec une collation. Et après il y aura de la poésie et des textes engagés qui parleront du Hirak par Nasser Tolba, et des chants a cappella et une soirée Chabi jusqu'à 21h30. Voilà, merci. Il faut bien qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un débat sur ce qui se passe dans notre pays. Et ce débat-là, il est essentiel dans la mesure où de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle un flux d'informations, de désinformation, qui fait que on est complètement submergé par, à tel point que les personnes qui ne s'informent pas davantage seront complètement à côté de la plaque. Et parmi ces informations-là, pour casser cette dynamique populaire en Algérie, il y a cette idée-là qui a toujours existé chez les tenants du pouvoir en Algérie, cette idée-là, les complots ourdis de l'étranger. Hein. À chaque fois qu'il y a une mobilisation, il y a une sorte un mouvement social, on dit tiens, ces gens-là sont aux mains de l'étranger, c'est les anciens hackers ou les anciens collabos, etc. Donc attention, les nationalistes sont ici à l'affût, il faut faire attention. Et justement, c'est pour ça que dans cette bataille d'idées-là, il faut avoir les contre-arguments pour pouvoir dire quels sont réellement ceux qui sont
entre les mains de ces étrangers, si on peut parler d'étrangers. Hein. Et c'est dans ce but-là qu'on a demandé donc à Ali Ben Saad, qui est avec nous là, on le remercie d'être avec nous, de nous éclairer sur un point quand même qu'on considère qui est essentiel, c'est comment une question de souveraineté en Algérie, à savoir l'armée nationale populaire, peut être amenée à être, le mot que peut-être est un peu trop fort, à être l'otage de quelque chose qui n'est pas algérien ou qui n'est pas des décisions au niveau national. Donc, et Ali va sûrement nous donner donc, ces explications-là. Et tout ce que je te demande, Ali, c'est une tâche historique, c'est de faire ça en moins de 25 minutes. Voilà, pour pouvoir laisser aux gens, aux personnes qui sont avec nous, là, d'intervenir. Voilà, merci. Ok, très bien, merci Aziz. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre un peu trop long et alambiqué, c'est Aziz, mais pour répercuter sur ce qu'il dit, et je mesure bien mes paroles, parce que je pense que quand on essaye de faire un travail scientifique, il ne faut pas y mettre un peu la subjectivité, notamment les positions politiques ou autres, mais je commencerai par dire quelque chose de très grave. Je crois qu'on peut dire que, allez, pour être un peu plus, pour arrondir les angles, je dirais qu'une partie de la hiérarchie militaire, mais une partie importante de la hiérarchie militaire, peut actuellement être accusée de haute trahison nationale. Et je vais lui dire, personnellement, au fur et à mesure que je faisais mon travail, j'ai été effaré moi-même par ce que je découvrais. Je n'ai bénéficié d'aucune gorge profonde, qu'on soit clair. Tout ce sur quoi j'ai travaillé, c'est des sources ouvertes que n'importe qui d'entre vous peut y accéder par Internet. Et formelles. Pourquoi ? Parce que les transactions doivent laisser des traces. Actuellement, dans les marchés, etc. Bon, le tout est de comment est-ce qu'on peut effectivement brouiller les pistes, etc. Et donc, enfin, ce que je vais dire, tout est clair. Donc, évidemment, moi, j'ai parlé, enfin, le travail que j'ai fait, si je peux dire personnellement, c'est sur la question de l'armement. Mais en fait, et peut-être qu'il faudrait introduire ça, l'implantation des Émirats en Algérie est très importante. C'est vrai que toucher un secteur comme l'armée, le prendre en otage, est déjà très grave, parce que là, c'est, si je peux dire, le cœur de la sécurité nationale. Mais en fait, les Émirats ont pris une place importante dans l'économie, dans des secteurs stratégiques, etc., comme on va le voir. Et en fait, ça s'intègre dans une stratégie globale. Je crois que depuis 2010, le monde arabe est rentré dans un mouvement de transformation qui n'en a pas terminé encore. Peut-être que 2010 a été le grand séisme, mais comme on le sait dans les séismes, il y a toujours des petits séismes qui précèdent et il y en a d'autres aussi qui lui succèdent. Et nous sommes entrés dans cette série avant qu'il y ait une stabilisation. C'est pour cela qu'il y a un an, l'opinion publique arabe et occidentale était dans un grand scepticisme. Et après qu'on ait parlé de printemps, on a parlé d'hiver arabe. Mais en fait, les logiques, si je peux dire, des transformations ne sont jamais linéaires et qu'il y a toujours des secousses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y avoir un peu trop de fierté nationale ou une vision trop spécifique. En fait, ce qui se passe en Algérie s'intègre quelque part dans ce mouvement. Donc, on peut dire que le printemps arabe a été le premier étage, si je peux dire, d'une fusée, et ça continue. Nombre de pouvoirs avaient chuté ou vacillé alors, et donc depuis s'est organisée véritablement une contre-révolution qu'on voit en action autour de l'axe Émirats, Arabie Saoudite et l'Égypte. Mais en fait, dès le départ, le noyau, le cœur, si je peux dire, de cet axe était émirati. Et on les retrouve partout, depuis la Mauritanie jusqu'à la mer Rouge, jusqu'à la Somalie, etc. On sait le rôle qu'ils ont joué
dans l'avènement de Sisi, dans son soutien, dans sa mise sous perfusion financière, etc., le rôle qu'ils ont joué en Tunisie, hein, dans la déstabilisation du premier gouvernement de Marzouki, etc., etc. Et bon, les liens historiques qu'ils ont avec la monarchie marocaine, leur participation essentielle dans la guerre du Yémen, etc. Et il faut savoir qu'en fait, les Séoudiens ont théoriquement plus de moyens financiers, mais ils ont moins de compétences et d'expertise, alors que les Émirats ont véritablement développé une stratégie économique, militaire, sécuritaire, très perfectionnée, au point qu'on l'appelle la petite Sparte. Sparte, c'était un peu ce royaume de Grèce qui était militaire, conquérant, etc. Eux disposent d'une véritable armée, alimentée d'ailleurs pour beaucoup par des mercenaires, hein. Ce qui les embêtait au Soudan, justement. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas trop vite se réjouir de ce qui se passe au Soudan. C'est que, par exemple, le Soudan fournissait une bonne partie des mercenaires qui se battaient sous étendard émirati. Et le fameux général Hemeti est un de leurs fournisseurs. Et il continue à être très puissant sur le terrain, à jouer un grand rôle, etc. C'est pour cela que ce qui s'est passé au Soudan, la parenthèse n'est pas fermée. On sait très bien que justement, c'est une illustration de leur force d'ingérence, comment, juste après que la junte militaire ait fait une tournée précisément dans ces trois pays, Égypte, Arabie Saoudite et Émirats, ils avaient reçu un chèque de 3 milliards, et comment juste après, il y a eu ce carnage, en fait. Heureusement, et c'est ce qui nous laisse être optimistes, le Soudan est bien plus fragile vis-à-vis des pressions émiraties que l'Algérie. Pour un tas de raisons, on va pas être... Malgré cela, le mouvement populaire a su faire reculer les militaires. Ils sont arrivés au compromis historique auquel on n'a pas pu encore arriver en Algérie, mais le danger reste et il est réel. Et alors, ce danger est d'autant plus grand que, en fait, dans le cadre, si je peux dire, de cette décentralisation du monde, où il n'y a plus seulement des grandes puissances qui jouent, mais un certain nombre de puissances régionales, les pays du Golfe ont acquis une réelle indépendance vis-à-vis de leurs anciennes tutelles occidentales, et je pourrais même dire qu'actuellement, il y a un rapport de dépendance inverse, et si je prends le cas de la France, la politique française dans le monde arabe, et en tout cas depuis la Libye jusqu'au Yémen, elle est très dépendante des monarchies du Golfe, et elle se fait selon les intérêts des pays du Golfe. La France est prise dans un entrelac d'intérêts. Il y a d'abord la vente des armes. On sait que c'est une des premières ressources de l'économie française. Or, les pays du Golfe sont un des premiers acheteurs. Ils sont grands investisseurs ici en France. On ne regarde que le PSG, etc., mais ça c'est la partie visible de l'iceberg en fait. Ils ont pénétré tous les secteurs de l'économie, la vie sociale, politique, culturelle, scientifique, ils l'ont noyauté. Actuellement sur le monde arabe, alors que les pouvoirs publics se sont retirés de la réflexion stratégique qu'elle est maintenant, en fait, l'État a abandonné sa fonction régalienne de réflexion stratégique, il l'a cédé à l'Europe, et puis c'est le marché libre, etc., les appels d'offres et tout. Et ces pays-là sont en train de réinvestir ces pays-là avec des centres de recherche dont rêveraient les universités françaises, et qui non seulement déterminent, si je peux dire aujourd'hui, la réflexion stratégique des pays occidentaux sur cette partie du monde, mais peut-être demain, y compris sur ce qu'est la France. Je vous donne quelques petits exemples. On connaît tous Badinter, la femme, philosophe, laïque, féministe, etc. Eh bien,
sa boîte publiciste, une des plus importantes, elle est financée à 30% par l'Arabie Saoudite. Par exemple, vous prenez un des centres de recherche les plus importants sur le monde arabe, le CAREP, c'est le Qatar. Celui qui organise le plus de manifestations, etc. Il y avait un groupe de réflexion qui s'appelait Géopolitique, puisque ça m'intéresse, où on pouvait retrouver des patrons de la DGSE, du ministère des Affaires étrangères, etc. Ils étaient financés par les Saoudiens. Vous vous baladez aux Champs-Élysées, la plus belle bâtisse, celle qui est la plus proche de l'Arc de Triomphe, etc., belle, immense, c'est l'ambassade du Qatar, etc. On parle souvent de l'abandon de souveraineté de l'État français sur ces quartiers. Et bien, dans ces quartiers-là, le Qatar agit avec des bourses, etc., etc. Moi, j'ai eu un étudiant que j'ai refusé, ne serait-ce que pour ça, qui est venu s'inscrire avec une bourse du Qatar, donnée dans le cadre des banlieues, etc., etc., et dont la candidature nous a été présentée comme devant participer à la mixité sociale de notre formation, etc. Je me suis un peu éloigné, mais c'est pour dire que, en fait, ces pays-là jouent actuellement un grand rôle, et puis ce que je vais essayer de démontrer, c'est que ce sont eux les intérêts de l'Occident aujourd'hui. L'Occident leur a cédé, si je peux dire, hein, dans le cadre, j'allais dire, de délégation, de tâches, etc., tout ce qui se fait dans cette partie du monde, et on va voir que, en fait, ce dont je vais parler, mais il y a d'autres choses, l'armement algérien, etc., que c'est les Émiratis qui ont fait main basse dessus, mais en fait, derrière, on va retrouver des intérêts français et on va retrouver des intérêts israéliens. Et que c'est le masque commode pour les indigènes afin de leur... de prendre pied et de capter, si je peux dire, leur économie. Alors peut-être qu'avant de parler de ça, ça n'est pas tombé du ciel. En fait, de façon très discrète, avant même que les Émirats aient fait main basse, si je peux dire, sur l'armement algérien et qu'ils y aient pris pied de façon très dangereuse, en fait, les Émirats avaient investi de façon très discrète l'économie algérienne dans ses secteurs les plus stratégiques, et peut-être que c'est plus dangereux. Moi, je me suis limité, si je peux dire, à un moment donné, pour, à la limite, être dans le sens de ce qu'était le débat à l'époque actuelle. Je me suis limité sur l'armement, mais en fait, c'est beaucoup plus important. Et évidemment, donc, c'est avec l'arrivée de Bouteflika que les Émiratis ont pu prendre pied en Algérie. Ce n'est pas qu'une histoire de personne ou de hasard. Si les Émiratis avaient accueilli Bouteflika, c'est d'abord parce qu'il correspondait à une forme de vision de leur monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et ça voulait dire qu'en fait, ils avaient déjà une expertise, une radiographie de ce qu'était le pouvoir algérien et de ses différentes tendances, etc. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus, donc qu'ils ont pris en charge ce monsieur. Et d'ailleurs, même vis-à-vis du pouvoir algérien, qui était très gêné à l'époque par les rémunérations que lui donnaient les Émiratis, le train de vie, alors qu'il était un peu en conflit avec Chedli, etc., ils avançaient l'argument qu'il vaut mieux que ce soit eux qui s'occupent de lui, qu'il ne soit récupéré par Saddam Hussein ou Kadhafi, voire la France, alors que c'est quelque part la France. C'est dire que, et ça on remonte au début de la traversée du désert par Bouteflika, c'est dire qu'ils avaient déjà, si je peux dire, cette vision stratégique d'investir sur un homme. Et ça, je peux vous le dire que, bon, moi je suis à Paris, juste seulement dans les milieux scientifiques et universitaires, et il y a une vraie stratégie de débauchage des compétences, et ils y vont vraiment en tirant à tout bout de champ de chèques.
Je peux vous dire, ça peut paraître égaux, mais moi je ne suis qu'un petit, mais moi qui ne suis qu'un petit, parmi beaucoup de grands, moi aussi j'ai fait l'objet d'offres, etc., etc. Hein, où je disais tout à l'heure à des amis, bon ça c'est l'Arabie Saoudite, ben, je reçois un sondage pour y répondre 150 €. Ça, c'est de la petite broutille. Et ils investissent. Et donc, il y a des centres de recherche, etc. C'est pour dire que la rencontre entre les Émiratis et Bouteflika n'est pas qu'une petite rencontre de hasard. C'était quelque chose de mûrement réfléchi, de stratégique. Et ce qui fait que, ce qui peut être inquiétant, je vais un petit peu faire dans l'anecdote, mais ce n'est pas pour faire dans l'anecdote, c'est pour montrer l'abandon de souveraineté, à quel point il a été total, la vassalisation, et je ne m'attarderai pas plus sur ces aspects économiques, et il faut rendre hommage à Mohamed Benchikou, qui, ça n'était pas perçu dans le temps, a été un des pionniers à détecter cela. On le lui a fait payer cher dans le silence de ses confrères, parce que justement il y avait toujours des bisbilles, éradicateur, tout le tralala, et que Benchikou pour qui il travaille, etc., etc. Et c'est vrai qu'il a eu la prémonition de voir en fait ce qui se passait. Et en fait, vous allez voir que la pénétration de l'économie algérienne, elle s'est faite à partir d'un bonhomme très obscur, Mohamed Chorfa, qui n'était aucunement un acteur économique, rien du tout. C'est après la venue, mais qui était un ami intime de Bouteflika, ami de soirée, je vous passe les détails sur ces soirées, etc. Et qui va, et là aussi les archives sont là, etc., qui va fonder une petite sarne, pour ceux qui connaissent un peu, ils savent que c'est sarne, normalement c'est un truc limité, qui va la fonder 2 semaines après. Quelqu'un qui veut venir, qui ne trouve pas, alors on peut quand même. Donc je vous dis, ça aussi c'est documenté, et ça prouve un petit peu, si je peux dire, le délit d'initié. Ce Mohamed Chorfa va créer sa petite sarne familiale, qui ne sera que strictement familial, entre lui, ses enfants, son épouse, 2 semaines après le serment de Bouteflika. Et alors, c'est très symbolique, ça veut dire, bon, on fait un serment sur le Coran, etc., et voilà ce que ça prépare. Et alors, il va créer ce groupe qui s'appelle United Eastern Group, et cette petite salle va, quelques mois après la prestation de serment de Bouteflika, va avoir des marchés faramineux, je vous cite, le port d'Alger, l'aéroport d'Alger, le port de Djenjen, la zone industrielle de Ballara, mais surtout, et c'est ça où vous voyez, la 2e licence de téléphonie, et qui va donner lieu à un très gros scandale. Mais en fait, pour cette 2e licence de téléphonie, il n'est que le prête-nom de Sawaris, l'Égyptien. Il va avoir gratuitement cette licence de téléphonie, hein, mais surtout, donc, et on va avoir, en fait, juste après qu'il l'ait eu, il la cède pour je ne sais combien, 1 ou 2 milliards à Orascom, et puis c'est pour montrer comment, en fait, on perd vite la souveraineté, alors qu'on a le discours anti-français, etc. Sawaris acquiert des cimenteries algériennes, mais il les acquiert avec quoi? Il les acquiert avec l'argent des Algériens. C'est-à-dire qu'en fait, les banques vont lui prêter 538 millions de dollars, le plus grand prêt jamais accordé par l'Algérie, qu'aucune entreprise algérienne n'a jamais eu, pour acquérir les cimenteries et les moderniser pour qu'elles deviennent viables. 2 années après, il les vend à qui? Il les vend à Lafarge le français. Alors que l'Algérie avait toujours,
par affichage nationaliste, etc., mis un barrage à Lafarge pour acheter, etc. Mais c'était en fait les règles de la mondialisation, etc., etc. Plus que cela, on va voir qu'en fait, ces Émiratis ont toujours fonctionné avec le seul Algérien, le seul argent des contribuables algériens. Hein, une des raisons pour lesquelles Mohamed Ben Chikou va être condamné, le fameux parc de loisirs d'Ouniazet que vont faire les Émiratis, bien sûr ils ont les terrains gratuitement, etc. Et ils obtiennent, sur intervention de Bouteflika, un prêt de 100 milliards de dinars au moment où le dollar coûtait officiellement, parce que quand on prête 100 milliards de dinars, on les prête en devises, mais on les prête selon la cotation officielle, au moment où le dollar coûtait 4 dinars. Donc vous imaginez ce que c'est à peu près quelque chose de l'ordre du 20 milliards ou autre qui va être obtenu en ne respectant aucune des règles bancaires, c'est-à-dire sur injonction directe, etc. C'est ce scandale qui va amener, lorsque Ben Chikou le dénoncera, c'est ce qui amènera à ce qu'on le condamne pour la prison, etc. Mais de façon générale, tous ces investissements émiratis, pour faire plus simple, et encore en y ajoutant les Égyptiens, parce que les Émiratis n'ont quasiment rien investi, il y a 5 fois plus de centres de sortie que d'entrée. C'est-à-dire que lorsqu'ils font rentrer $1, ils font sortir $5. Mais j'allais dire, le truc le plus important surtout, et c'est ce qui montre que l'Algérie est importante pour eux, qu'elle restera importante et qu'il faut être vigilant à l'action de ces pays, les Émiratis ont repris un peu la tradition anglaise, différente de la tradition française. La France a toujours voulu occuper du territoire, coloniser. C'est ce qu'elle a fait pour l'Algérie, etc. Si on prend la Méditerranée, la France, elle avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, une partie de la Libye, etc. Les Anglais, ils avaient le détroit de Gibraltar, ils avaient l'île de Malte, le canal de Suez, etc. Et c'est cette stratégie qu'ont repris les Émiratis. L'enjeu pour les Émiratis, c'est les ports. Et actuellement, ils ont tous les ports depuis la Somalie jusqu'au golfe de Guinée. Ils concurrencent de façade Bolloré, y compris au Sénégal et autres, mais en fait, c'est vraiment de la complémentarité, comme on va le voir. Or, par le jeu de la géographie, le nœud central de tout ce circuit, c'est l'Algérie. Si demain, l'Algérie leur échappe, c'est toute cette construction qui va disparaître. Et il est vrai que quand on réfléchit, on se dit, et d'ailleurs, moi, mes étudiants, quand ils ont enquêté auprès de certaines institutions officielles, leur disent, vous exagérez, vous savez que les Émiratis, ils n'ont que des tracas en Algérie, ils perdent plus d'argent qu'ils n'ont, etc. Et que vraiment, l'Algérie leur cause plus de soucis, c'est déjà pas mal qu'ils ne soient pas partis. Eh bien, on comprend, c'est que, en fait, pour eux, c'est vraiment quelque chose de stratégique dans leur déploiement. Et c'est ce qui fait que jamais ils ne laisseront tomber, si je peux dire, l'Algérie, parce que c'est vraiment quelque chose de stratégique et d'important. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est trop prématuré de dire que les Émiratis interviennent, influencent, etc. Avant de vous dire pourquoi moi, et quels sont les éléments qui me permettent de dire qu'ils interviennent, je voudrais juste poser quelques trucs de politique étrangère ces derniers temps. Malgré sa venue, Bouteflika a toujours su respecter certaines lignes rouges et certains équilibres
qui ont toujours existé au sein de ce pouvoir, même si c'était dans la même logique prédatrice, mais si je peux dire, il y avait un équilibre entre les rapports de force et une force d'inertie, notamment de sa diplomatie, acquise depuis la guerre de libération, qui faisait qu'il y avait des choses qui n'avaient jamais bougé, même si on s'orientait de plus en plus vers l'Occident, même si on s'orientait de plus en plus vers les pays du Golfe. La dernière conférence islamique qui a eu lieu à Jeddah, l'Algérie a voté le texte présenté par l'Arabie saoudite, qui est une vraie déclaration de guerre à l'Iran. Chose que n'aurait jamais fait l'Algérie, y compris du temps de Bouteflika. Il y a 2 mois, l'Algérie était, avec la Syrie, le seul pays en dehors du Golfe à présenter une lettre envoyée au secrétaire général de l'ONU pour soutenir la Chine, figurez-vous pourquoi, dans sa répression des Ouïghours. Hein? Chose aussi, alors qu'on sait très bien qu'ils sont... Mais pourquoi les Ouïghours embêtent les Séoudiens? En fait, en Chine, la majorité des musulmans, c'est des Ouïs. Ils sont dans une identification totale à l'État chinois. D'ailleurs, je pense que l'État chinois a fait vraiment une réussite exceptionnelle. Ces gens-là, oui, ils sont chinois, d'un nationalisme chinois exacerbé avant d'être musulmans. Et ils sont dans une totale identification. Ça arrange les Séoudiens, parce que les Séoudiens, avec leur conception de salafistes, de Maître Ali, etc., Ta'at Wali al-Amr, etc., ça leur correspondait parfaitement. Or, les Ouïghours, qui effectivement sont réprimés comme des musulmans pour leurs pratiques, etc., sont quelque part des éléments qui amènent de la contestation, de la rébellion, etc. L'Algérie, bizarrement, elle n'a rien à voir avec ça. Hein? Eh bien, elle s'est associée justement à cette lettre. On va y revenir, la question du pétrole, donc, qui a été discutée ces derniers temps. Là aussi, vous savez que ce projet-là, il a existé en 1999, il a existé en 2004, et on le ressort maintenant. Et il est inspiré par un Américain et un Émirati qui étaient dans la Banque mondiale. 99, donc c'est Shakib Khalil qui le ramène dans son truc. 99, quand Bouteflika essaye de le présenter, ça a été un des éléments de conflit entre lui et l'armée, et notamment l'ancien chef d'état-major, comment il s'appelle, Mohamed Amari. Donc, le projet est retiré, et vous savez que sa réélection de 2004 s'est faite contre cet état-major, et juste au moment, en fait, où donc, il est réélu, on est revenu sur ce projet, etc., etc. Ensuite, il y a eu des problèmes du fait qu'ils l'ont retiré, etc. C'est le même projet qui est revenu. Et vous savez, qu'est-ce qui me fait dire encore plus fermement et très sérieusement que les Émiratis ont bien pris le pouvoir en otage sur un sujet qui était tabou pour les Algériens jusque-là, la question du Sahara occidental. Vous savez que l'assassinat de Boudiaf, il a été en fait très programmé par une fraction des militaires. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, les militaires ont toujours agi par consensus. Il y a un esprit de corps, on n'est pas d'accord, mais on ne fait les choses que, si je peux dire, comme un accord. Lorsque Boudiaf a été ramené en Algérie, c'était sur l'initiative d'une partie de l'armée qui a réussi à l'imposer à l'autre partie de l'armée qui n'en voulait pas, mais qui était tétanisée par l'état de déliquescence dans lequel était arrivée l'Algérie et qui aurait pu l'emporter et qui y a donc accepté. Cette fraction qui n'était pas d'accord, si je peux dire, avec lui, va lui tendre 2 pièges, toujours à partir du Sahara. Le premier piège, c'est lorsqu'il va au mariage du fils de Hassan II, il y a soi-disant des diplomates, etc., qui prennent l'initiative de lui faire rencontrer Hassan II pour discuter de la question du Sahara.
l'autre partie qui n'était pas truc lui dise il ne faut surtout pas y mettre les pieds. Le deuxième et le vrai piège qu'on va lui tendre, en fait, on va lui présenter au moment où il avait besoin de montrer qu'il lutte contre la corruption, on va lui présenter une grande affaire de corruption qui se passait dans le sud algérien, et c'est, si vous vous souvenez, l'affaire Haj Betou. Or, c'était quoi en fait? C'était une affaire à multiples millefeuilles. C'était une affaire c'était du trafic. Cette région ne vit que de ça. Il ne faut pas d'ailleurs l'appeler trafic, il faut l'appeler échange informel. En dessous, il y avait le DRS. C'était la façon de pénétrer les mouvements indépendantistes de rébellion qu'il y avait dans toute cette région. Troisième millefeuille, c'est les petites affaires personnelles, parce que ces officiers-là ne sont pas des anges. Même quand ils travaillent pour l'État, ils travaillent pour eux-mêmes. Et le réseau de Haj Betou était un réseau. Enfin, Haj Betou, c'est vraiment la surface, pas un truc. C'est un réseau qui couvrait tout le Sahara, en fait. Et donc, on lui présente ça comme une affaire importante et discrète qu'il ne faut pas ébruiter pour justement démanteler la corruption et le trafic. Et en fait, il a démantelé les réseaux du DRS au Sahara et il a signé son arrêt de mort. C'est-à-dire que les gens qui ne voulaient plus de Boudiaf ont dit aux autres, vous voyez la merde qu'il nous faut, et surtout l'affaire du Sahara et si je peux dire, le nœud identitaire de l'armée. Hein? Vous savez très bien que la guerre de libération a duré plus face à la France en raison du Sahara. On a eu des conflits avec le Maroc en raison du Sahara, en 58 d'ailleurs, etc., en 63, etc. Et donc ça a continué. Et tous les pouvoirs, il y avait un consensus. Or, il y a 4 jours, M. Saïdani, qui est en fait le guignol de service par lequel on envoie des trucs de sonde, il ne dit pas seulement qu'il faut résoudre la question du Sahara occidental, il ne dit pas seulement qu'il faut faire des concessions au Maroc, il dit que le Sahara est historiquement marocain. Ce qui, moi je ne partage pas les thèses algériennes, ce qui est faux. Il n'y a aucune partie du Sahara qui appartienne historiquement à un quelconque pays. Bon, et ça, en fait, vous savez que Saïdani, c'est le porte-parole officieux de Gaïd Salah, en fait. Et donc, c'est pour dire à quel point, en fait, il y a cette prégnance, effectivement. Or, les Émirats, dans cette histoire-là, c'est en fait, parce que le vrai client des Émirats avant l'Algérie, le vrai, le solide, le fidèle, l'historique client des Émirats, c'est le Maroc, hein, c'est pas l'Algérie. Et donc, c'est quelque chose de complètement inconcevable. Et tout cela est devenu réalité parce que le pouvoir s'étant effondré, il n'y a plus qu'un seul centre de pouvoir, c'est celui de l'état-major et qui apparemment n'a pas de perspicacité politique, géopolitique, etc. C'est pour vous dire que lorsqu'on parle de l'influence des Émiratis, ce n'est pas un fantasme ou une projection. Et souvenez-vous, le 26 février, lorsque Gaïd Salah revient des Émirats, le discours qu'il a fait, c'est un discours très dur, menaçant les manifestants, parlant de la main de l'étranger et disant que les élections auront lieu de toute façon et que l'armée sera là pour punir tout. C'est quasiment le même discours qu'il a fait il y a une semaine, on va le retrouver, et c'est au retour des Émirats, où, justement, je vais un peu maintenant parler de ce... Ah, bon, ou alors on pourra l'aborder dans les débats. Allez-y, la salle est concentrée. Parce qu'on me reste derrière. Non, mais sinon, on peut le faire dans le débat. Allez. Non, il y a un consensus. Bon.
Alors, s'il vous plaît. Mais pourquoi justement Gaïd Salah revenait par hasard des Émirats où il est allé l'année précédente déjà 7 fois, avec des séjours d'1 semaine. Et d'ailleurs, le 26, il revient précipitamment après 4 jours. Il devait passer aussi une semaine. Mais c'est que parce que, en fait, les Émirats sont devenus le partenaire privilégié de l'armée algérienne dans la fourniture des armements. Et c'est vrai que la question qui se pose, comment en fait c'est un petit pays confetti en termes de surface et en termes de population, il n'a aucune technologie. Ils n'ont aucune technologie propre, et ils n'ont aucune société importante, ils ne fabriquent rien, ils n'ont rien, ils sont devenus les fournisseurs obligés de l'Algérie, des armements les plus sophistiqués. On va voir les corvettes que l'Algérie a acquises, et donc, ils vont concurrencer miraculeusement les plus grands pays industriels et militaires. Et donc, ils ne sont pas seulement devenus des fournisseurs de l'armée algérienne, mais ils vont la fournir en armes qui ne produisent pas, et que l'Algérie aurait pu tout autant acquérir, voire mieux, à partir des sources, en fait, mais sauf qu'ils lui sont libellés au nom des Émiratis. Et donc, non seulement les Émiratis vont capter d'énormes dividendes, aux dépens de la trésorerie algérienne, mais surtout, ce qui est grave, c'est qu'en fait, par artifice, sans en avoir besoin, on a construit une dépendance technologique, politique et militaire à leur égard. Vous savez, quand vous achetez des armes à quelqu'un, vous en êtes aussi dépendant. Il peut vous dire arrêtez, il peut vous dire je ne vous fournis plus, etc. Or, c'est un pays, je m'excuse, qui est connu pour foutre la merde partout dans le monde arabe. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à se lier, pieds et poings liés, avec ce pays? Et là, je vais donner 2 ou 3 exemples. L'armée algérienne, donc, en 2012, elle a acquis 2 corvettes Meko. C'est parmi les plus sophistiquées. Bon, pour ceux qui truquent, El-Watan m'a repris un article justement sur ça où je donne un peu de détails au cas où on n'aurait pas le cas de développer. Mais juste pour dire, alors, ces corvettes, elles sont fabriquées par un groupe allemand super efficace, TKMS, ThyssenKrupp Marine System. D'abord, la somme, c'est 2,2 milliards d'euros. On va y revenir. C'est une somme astronomique. C'est le budget de la République centrafricaine. C'était le PIB de l'Algérie en 1970. Quand on dit PIB, c'est pas seulement l'argent des entreprises, c'est même celui du petit épicier, du petit agriculteur. C'est ça le PIB. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle somme. Mais on ne les a pas achetés aux Allemands. On ne les a pas achetés au ThyssenKrupp. On les a achetés auprès d'une société émirati, Abu Dhabi Mar, qui s'est positionnée seulement en bout de quai et elle a facturé. Et bien sûr, elle a empoché l'argent. Et en fait, si on fait le petit historique, cette vente, elle a été négociée en 2008 par Angela Merkel, qui est venue spécialement pour relancer l'industrie allemande, et qui fait que l'Algérie était devenue le premier client à l'exportation de l'industrie militaire allemande, ce qui n'est pas rien. Mais on va voir, tout ça c'est zéro. C'est les Émiratis qui sont devenus le premier exportateur de... Et alors, qu'est-ce qui se passe donc? En général, vous savez, pour ces gros contrats, on commence à les discuter et ils ne deviennent option qu'après 1, 2, 3, 4, 5 années. C'est pas n'importe quoi, vous n'allez pas acheter une baguette de pain. Déjà, vous le voyez vous-même quand vous achetez un appartement, entre le moment, spécialement pour faire rigoler, entre le moment où vous faites le compromis, etc., il y a un temps. Eh bien, c'est encore pire parce qu'il faut discuter des conditions, etc., etc. Et c'est en 2010, donc 2 années après, que le projet mûrit. On parle toujours,
regardez les Rafales. L'Inde avait dit oui, je les achète. 3 ans après, ça a sauté. Donc il y a toujours une période de maturation. Et quand on signe un contrat pour des trucs d'armement, c'est juste une option, si je peux dire. Ça n'est qu'en 2010 que l'option, donc ça a mis à peu près des années. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là que Abu Dhabi Mar va créer ex nihilo. Abu Dhabi Mar, qui n'existait pas, va être créé ex nihilo, juste après que cette affaire est de... Alors, je reprécise une chose que j'ai dite au début. Moi, je n'ai bénéficié d'aucune information particulière. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est comme ça que moi, avec mes étudiants, on a fait ces trucs-là. On a bénéficié d'aucun secret. Et peut-être qu'on pourrait en connaître un peu plus. Et donc vous allez, Abu Dhabi Mar, création, ThyssenKrupp, tout ça, vous allez retrouver toutes ces choses-là. Et donc, c'est en ce moment-là que donc la société Abu Dhabi Mar va être créée ex nihilo. Elle n'existait pas. Et c'est en ce moment-là qu'elle va négocier une joint venture avec la TKMS, l'allemande, alors, et elle va la faire uniquement pour les navires militaires, parce que ThyssenKrupp, c'est un grand groupe qui fait de la technologie marine, et uniquement pour celles de surface. C'est-à-dire, en fait, quasiment uniquement pour les corvettes algériennes. Et on va voir aussi égyptiennes. Et donc, et en plus, elle va se contenter de la vente au seul marché arabe, en laissant tout le reste à ThyssenKrupp. Vous voyez un peu vraiment, petit à petit, vous allez voir comment, en fait, il y a le délit d'initié. Et avec quoi elle va rejoindre la joint venture? Elle va la rejoindre avec 0 argent. Elle va la rejoindre avec la promesse de vente des 2 corvettes à l'Algérie. Ça va être en même temps, si je peux dire, sa dot et son bénéfice. Voilà, je vous ramène là, et donc, voilà. Et évidemment, cette somme de 2,2 milliards, elle est importante pour ThyssenKrupp qui, tout son capital est de 1,2 milliard. C'est-à-dire qu'on lui ramène le double de ce qu'est son capital. Ben vous imaginez bien qu'ils ne vont pas leur claquer le truc à la main. Et puis, parce qu'en bons Allemands, ils savent qu'ils ne réussiront pas à vendre eux. Qu'ils vendront, mais qu'ils vendront par le biais des Émiratis, parce qu'il y a des histoires de corruption, etc. etc. Pour vous dire là, comment ça se passe, regardez là où c'est beaucoup plus mesuré. Actuellement, il y a Édouard Balladur, etc., qui sont en procès. Pourquoi? Eh bien, c'est l'histoire des frégates vendues donc au Pakistan, et où il y a commission et rétrocommission. Et la rétrocommission, c'était pour servir la campagne de Balladur, etc. Et lorsque Chirac est venu, il a arrêté, il y a eu des attentats pour dire, voilà, vous nous versez l'argent, parce qu'il n'y a aucune trace sur cet argent-là. Donc, ils avaient que les attentats terroristes pour... Donc, un peu... Donc, voilà comment, si je peux dire, ces Émiratis, par le biais de l'armée algérienne, se sont imposés aux Allemands pour... Et donc, en fait, on est vraiment dans le... D'un point de vue juridique, c'est ça ce qu'on appelle un délit d'initié, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui réalise cela. Alors... Pour cela, il fallait avoir des complicités au sein de la hiérarchie militaire. Sinon, des choses ne s'expliquent pas. Alors, je ne veux pas aller plus loin, juste la même chose. L'Allemagne avait négocié pour 10 milliards d'euros, c'est l'équivalent en même temps du budget annuel de l'armée algérienne. Elle avait aussi négocié par le biais de ces grands groupes, Chrysler, Daimler, Mercedes, etc., 4 usines de fabrication donc de chars, de véhicules, etc. C'est à Tcharet, à Rouiba, à Insmara, à Khroub et à Khenchela, etc. Tout cela a été aussi négocié en 2008. Et là aussi, comme par hasard, c'est le fonds d'investissement émirati, Tawazun Holding, qui, là, on va être un peu plus... On va créer un triangle. Or, quand on voit ce groupe
ils ne ramènent pas de la technologie. Ils ne ramènent pas non plus de l'argent. Donc, et alors, soi-disant, on nous ramène un peu un savoir-faire commercial, etc. Et tout cela est vérifiable. Hein, tout cela, l'argent, c'est l'Algérie qui le ramène. Hein, on était dans la période d'embellie pétrolière, etc. La technologie, c'est les Allemands qui la ramènent, et les Émiratis ramènent, soi-disant, leurs relations, l'entre-gens, le truc commercial, etc. Mais pour terminer, en fait, donc en fait, on voit très bien qu'il n'y avait aucune utilité de lier son sort, et notamment le sort de son armement, à un pays pareil. Il n'a aucune technologie, etc., et qui joue un rôle trouble, et qui a joué contre l'Algérie dans l'affaire du Sahara, dans des relations avec le Maroc, dans des relations avec la Tunisie, etc., etc. Et donc, en fait, la seule utilité, c'est de couvrir un système de commissions et de rétrocommissions. Alors, on nous sort Chourour, etc., ils l'ont dit quand il y a eu des critiques sur ça, et après que j'ai fait mon papier, comme quoi le lobby français, etc., attaque un lobby arabe, allons voir de plus près. Alors, qui c'est ce... Alors, je vais retrouver un autre... la société Abu Dhabi-Mar, en fait, qui l'a créée? C'est Iskandar Safa. Iskandar Safa, c'est un Libanais, franco-libanais. Et on sait qu'actuellement, dans le monde des affaires, etc., et en Afrique, il n'y a plus la France-Afrique. Ou du moins, la France-Afrique, c'est les Libanais de nationalité française qui sont en Afrique. Et c'est eux qui sont dans tous les jeux les plus troubles. Taqiyuddin, Imad Lahoud, le financement libyen, c'est-à-dire là où la France officielle ne peut pas aller, où elle se bouche le nez, il y a des hommes moitié hommes d'affaires, moitié gangsters, qui sont là pour aller dans toutes les affaires troubles, etc. Et donc, le patron d'Abu Dhabi Mar est en fait un Français, et probablement pas n'importe quel Français, un Français barbouzard. On ne peut pas être un marchand d'armes, etc., etc. Mais surtout en fait, le problème, c'est que ce monsieur qui est patron d'une société émirati, il est en même temps patron de la société française la plus importante qui fait la même chose que Abu Dhabi Mar et Nkala, c'est-à-dire officiellement concurrente, c'est-à-dire qu'il possède le concurrent émirati de la société française, qui s'appelle les constructions mécaniques de Normandie, qui est justement spécialisée dans les constructions navales militaires, et donc qui est à ce titre fictivement concurrente de Abu Dhabi Mar, mais en fait, les deux sont réunis dans le même holding, cet holding qui s'appelle Premvemvest, et en fait, le Abu Dhabi Mar, qui a été créé, comme on l'a vu, artificiellement, ex nihilo, etc., c'est en fait le masque arabe commode en direction des indigènes. Mais plus que tout cela, Safa Iskandar est connu pour ses liens très forts avec les Israéliens. C'est lui qui s'occupe de toute la flotte sous-marine israélienne et qui en assure la technologie au point qu'il est persona non grata au Liban, pays qu'on ne peut pas dire radical ou autre, etc., et que son président Aoun, qui est chrétien, etc., le qualifie officiellement d'agent israélien. Et c'est cette personne-là qui traite, en fait, les affaires les plus sensibles. Et, petite cerise sur le gâteau, vous savez qui c'est Iskandar Safa? Iskandar Safa est le patron de Valeurs Actuelles, c'est-à-dire la tribune de Zemmour. Celui qui, quand les Algériens ont manifesté, n'a pas arrêté de faire des trucs, et c'est celui qui a financé la Convention des droites, où a parlé Zemmour, etc., et qui est donc le grand financier de l'extrême droite française et européenne qui a
pour tête de Turc, je sais pas, un jeu de mots, l'Algérie en fait. Et donc, finalement, l'armée algérienne, ne serait-ce que par ses achats, est en train, en fait, de financer le grand ennemi de l'immigration algérienne ici en France. Alors, allez vérifier, hein, c'est pas des secrets d'État ou autres, hein, et vous allez vérifier que certains supposent même que peut-être qu'il aurait même, qu'il émarge carrément dans les services israéliens, c'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, c'est un grand ami d'Israël, c'est un grand ami de l'extrême droite, et aussi je voudrais enlever un petit mythe dans tout ça, les Russes, parce qu'on a beaucoup de nos anciens amis communistes et autres qui voient en Poutine le contrepoint de trucs, ils jouent carrément le même jeu, et y compris ici en France. C'est la Russie qui a financé la campagne électorale de Marine Le Pen, c'est un homme d'affaires russe qui vient de lui éponger ses dettes, etc. Donc. Et c'est pour ça que je me permets de dire ce que j'ai dit au début, il y a une véritable trahison nationale des élites économiques et militaires algériennes vis-à-vis des intérêts de l'Algérie. Et on comprend pourquoi on en est arrivé à un ras-le-bol. Bon, je pourrais vous dire peut-être en fait un peu plus dans le débat. Voilà, je me suis limité à ces quelques exemples. Et c'est pour dire que ces gens-là qui n'arrêtent pas de nous bassiner avec le nationalisme et les intérêts, ils sont vendus pieds et poings liés. Et c'est pour cela que, sans verser dans le radicalisme ou les trucs, Gaïd Salah ne peut pas... Et j'avais oublié une chose, les Émiratis ont investi aussi le champ politique. Vous savez, par le biais des Madakhila, le ministère des Affaires religieuses a tellement été infiltré par les Madakhila, c'est une tendance salafiste issue du wahhabisme, mais qui a été réactualisée et qui se retrouve un peu partout. Eh bien, ils ont pris carrément le truc. Pourquoi est-ce qu'on a nommé Ben Aïssa à un moment donné? C'était parce qu'ils s'inquiétaient, pas parce que c'était des Madakhila, pas parce qu'ils étaient d'obédience saoudienne émiratie, parce qu'ils devenaient incontrôlables. Et ce sont ceux-là qui, en fait, lorsqu'il y a eu les manifestations, etc., ils ont fait un truc viral extrêmement important contre les manifestations, et puis ils ont été tétanisés, et ils ont basculé ensuite. C'est là où c'est le gouvernement, c'est eux qui défendent, Gaïd Salah, et c'est eux qui se sont reconstitués sur le terrain de la société civile sous le nom de Karama, ceux qui font là les fameux typhos à Borj Bouarerij, etc., et sous le nom de, et j'ai terminé, Harakat Inha al-Waysaya al-Faransiya al-Jazair, qui a été créé par Ahmed Chouchan, le militaire dissident qui était recherché, et qui a, moi on me dit que c'est son frère, mais je ne sais pas, et qui a dans son organigramme comme vice-président Ahmed Gaïd Salah, un autre, voilà, bon. Mais c'est dire qu'ils ont investi l'armée, ils ont investi l'économie, mais ils ont investi aussi le terrain politique et celui de la société civile. Et donc s'il y a un danger actuellement, c'est celui-là. Bien sûr, les Occidentaux représente toujours, continue un danger, cette histoire des trucs pétroliers qui a été faite en connivence avec les multinationales, mais le nouveau visage, si je peux dire, des pays occidentaux, actuellement, dans nos pays, ce sont les Émiratis. Merci. Bon, écoutez,